on va en parler de ce film, La Méditerranée n'est pas morte, pardon. Le postulat de départ, c'est un peu cette ambiance pessimiste autour de la Méditerranée. C'est une mer morte, poubelle, irrécupérable, tout ce qu'on veut. Même Cousteau, il y a quelques années, a dit que si on faisait rien, la Ouais, Méditerranée était foutue. en 78, je crois, elle a dit Ouais. ça. Ouais. Qu'est-ce que tu as à nous dire? En fait, quand tu regardes les médias, si tu tapes Méditerranée sur Internet, très souvent, c'est toujours les mêmes articles qui sortent. Polluée et surexploitée, la mer Méditerranée est dans un état catastrophique. Enquête et solutions. Donc c'est la mer la plus polluée au monde. Et là, tu vois, on rigolait avec les copains de la communauté plongeurs parce que l'été, dans le Var, dans le Vaucluse, dans les Bouches-du-Rhône, c'est toujours les mêmes articles qui sortent qui sont complètement débiles. Mais alors, attaque de barracuda. Là, on a lu un truc comme quoi il fallait pas mettre des maillots de bain rouges parce que ça allait attirer les poissons, quoi, parce qu'ils sont méchants. Et en plus, c'est incroyable. Elle parle des poissons. Je dis elle, c'est une journaliste, mais dont je tairai le nom. Et elle dit les poissons chirurgiens et les poissons demoiselles. Mais n'importe quoi. Putain, il n'y a pas ça en Méditerranée. Alors, il y a aussi, ok, il y a eu des espèces invasives et il y en a le poisson lion, le poisson lapin, mais dans des zones. La Méditerranée, et Vincent Marron, un biologiste de ZEF, me l'a dit, il me disait il y a 3 zones bien distinctes en Méditerranée. La zone orientale vers la Turquie, la Grèce, etc., où c'est une mer excessivement chaude. Et en plus, il y a un accès direct avec le canal de Suez. La Méditerranée centrale et ensuite la Méditerranée occidentale que nous on connaît plus, qui est beaucoup plus tempérée parce que très proche de l'Atlantique avec cette arrivée d'eau froide. Donc on peut pas déjà ces 3 zones complètement différentes, des biotopes différents, des reliefs différents, des températures différentes. Et alors les journalistes ont tendance à raconter mais de la merde. Là, ça vend mieux quand c'est plus tactique. Ouais, c'est incroyable, on se fait attaquer, il y a des requins, et c'est terrible, mais c'est bien qu'on puisse en parler, qu'on donne un espace maintenant ouvert pour dire non, les requins ne sont pas agressifs. Certains requins peuvent être agressifs. Le requin de Méditerranée, celui qu'on voit le plus, c'est le peau bleue. Il est en voie d'extinction, il faut le protéger. C'est pas un requin absolument pas agressif. C'est magnifique, c'est beau à voir, c'est gracieux. Ouais. Donc voilà, il faut, tu vois, il faut montrer les images, mais il faut expliquer. Tout le temps expliquer. Pour resituer un peu sur la Méditerranée, parce que c'est une mer, c'est la plus proche de nous, mais souvent celle qu'on connaît le moins bien. La Méditerranée, c'est 1% à peine de la surface océanique de la planète. Pourtant, elle concentre jusqu'à 10% de la biodiversité marine mondiale. Donc c'est une mer semi-fermée, bordée, on l'a dit tout à l'heure, par 21 pays. Donc elle subit plein fouet les pressions humaines. Pollution plastique, eau usée, bétonisation des côtes, tourisme de masse, trafic maritime, pêche intensive. Tout ça, c'est vrai, on ne va pas le nier. Selon les scientifiques, il y a même 75% des stocks de poissons qui sont surexploités. Pourtant, la Méditerranée, elle ne se laisse pas mourir, elle est résiliente. Là où la protège, elle renaît. Alors non, c'est pas une mer morte, c'est une mer blessée certes, mais qui guérit dès qu'on la soigne. Et ça, tu montres plein d'initiatives justement dans le film. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de ces initiatives, de ce qui Oui, existe? bien sûr. Alors, il y a Écocéan qui travaille beaucoup sur le repeuplement de poissons. Alors, c'est pareil, on se dit que quelques milliers de poissons, c'est rien. En vérité, ça, c'est grâce à tous les gens que j'ai rencontrés, que je connais ces chiffres, mais on sait que maintenant que sur 99% d'œufs émis, il n'y en a que 1% qui vont faire l'entièreté du cycle écologique. Ça veut dire qu'ils vont rejoindre les côtes, devenir juvéniles, devenir adultes, se reproduire et mourir. Ça, c'est l'entièreté du cycle. Il n'y en a qu'1% qui arrive. Ça veut dire que relâcher 2500 poissons, c'est énorme. Ouais. C'est 1% de tous les œufs. Donc c'est énorme, 2500. Et Écocéan, ils sont à plus de 25 000 depuis qu'ils existent, de relâchement, de repeuplement de poissons. Et en plus, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont au large avec les pêcheurs petits métiers, récupérer des larves. Et ces larves, ils ne les sélectionnent pas, ils les mettent en aquarium. Et ensuite, ils voient, il y a du loup, il y a du bar, il y a du sard, il y a du poulpe, il y a des raies. Et donc, ils ne changent pas ce qui a été émis. Et après, ils les mettent dans des zones plus ou moins difficiles pour qu'ils puissent, avec les biotes, il y a cette espèce de maison pour poissons, qu'ils puissent avoir des abris. Et ils remettent des zones qui avaient été dépeuplées, ils les repeuplent. Et force est de constater que ça fonctionne, puisque maintenant il y a des zones, même proches de stations d'épuration ou proches d'endroits qu'on pensait vraiment perdus, la vie revient. Mais après, c'est toujours pareil, c'est la conséquence et la somme de plein d'actions.
C'est l'action du fait qu'on fait attention à ce qu'on rejette en mer. C'est la somme qu'il y ait des gens qui font des opérations de restauration écologique. Et puis c'est aussi la législation qui fait en sorte qu'il y a une loi du littoral, il y a une loi sur le Mérou, il y a une loi sur la Posidonie. Et surtout, maintenant, on applique la loi. Donc en fait, tous ces leviers font qu'à un moment donné, ça fonctionne. Les choses marchent. Après, il y a un truc qui est indéniable, et Septentrion vient de sortir une très belle étude sur ça, sur la Méditerranée, sur la gorgone mauve. On a pris des canicules marines terribles, et ça, c'est indéniable que dans la zone de jusqu'à 20, 25, 30 mètres, on a perdu énormément de gorgone mauve. Elle est revenue à certains endroits. Je vous ai montré là tout à l'heure, tu sais, des petits pousses, tu vois. Donc ça repousse. Mais alors on n'a pas assez de recul. Nous, on voit les choses de manière très très proche comme ça. Mais c'est sûr que ces canicules à répétition, oui, ça change les écosystèmes. Il y a aussi l'impact direct humain, par exemple avec Donia sur la Posidonie où on fait du labourage. Ouais, voilà. Mais tu vois, Donia, c'est une super application. Maintenant, ça y est, ils ont réussi à la mettre au permis bateau. Chacun qui passe un permis bateau est au courant de cette application. Donc, c'est un GPS où tu peux te garer. Je dis garer, ça veut dire jeter son ancre, mouiller sur les zones sableuses. Alors, c'est pareil, hein, on dit le sable, mais le sable, c'est plein de vie aussi. Hein. Mais c'est sûr que quand tu enlèves ton ancre, tu vas moins abîmer l'écosystème que quand tu arraches la Posidonie. Et il y a un très bon, dans le film, Sébastien Personic d'Andromède qui le dit, il dit mais quand tu gares ta bagnole, tu fais pas une marche arrière et t'abats 4 arbres et tu repars, quoi. Et ben c'est ce qu'on fait avec les bateaux, donc il faut faire attention. Mais maintenant, tu sais que la loi est vraiment appliquée, il y a quand même beaucoup moins d'impact. Il y en a encore, hein. Tu parlais des calanques, très souvent, il faut reparler aux plaisanciers, parce que les plaisanciers ne le savent pas. Et par exemple, tu nous disais, ils pensent que c'est une algue déjà. Ils ne savent pas que c'est une plante, ils ne savent pas que ça donne de l'oxygène, que ça pompe du carbone. Donc il faut continuer à éduquer toujours. Trop bien. Mais ouais, pour resituer un peu la Posidonie, pour ceux qui connaissent moins, c'est une plante marine hyper importante qui forme des petits herbiers, qui est hyper importante parce qu'elle puise du carbone, elle produit de l'oxygène. C'est un lieu de vie, tout un écosystème qui se forme autour. Et elle est hyper lente à repousser, donc c'est hyper important de la protéger. C'est un petit poumon. Et Andromède notamment, pour citer que, mais il y a d'autres. Il y a Nature Dive aussi, il y a plein de programmes qui existent où on replante de la Posidonie, on repique de la Posidonie. Et c'est vraiment, en plus c'est d'une simplicité vraiment infantile, hein, c'est comme si tu plantais des poireaux, tu vois. Ils ont des tiges, ils les replacent. Et après les rhizomes, donc les racines, elles se redéveloppent. Ils font des carrés ou des ronds comme ça. Et ils essaient de recoloniser des prairies de Posidonie. Et ça fonctionne. Les écosystèmes reviennent, les poissons reviennent. Donc on sait que ça marche, donc il faut le montrer, ça. Trop bien. Et oui, et de toute façon, la meilleure façon de voir un petit peu toutes ces initiatives, c'est d'aller voir le film. Dispo en streaming sur TV5 Monde ou TV Monaco. Franchement, c'est accessible à tout le monde, que ce soit même votre famille qui connaît rien à la mer ou quoi que ce soit. C'est pas dédié aux plongeurs, c'est pas dédié aux initiés, c'est vraiment pour tout le monde, c'est de la vulgarisation et c'est génial. On apprend plein de choses, on découvre plein de choses, donc franchement. Et en plus, il est sous-titré en 5 langues, alors on peut le voir dans le monde entier. Impeccable. En parallèle du film et notamment des actions que tu nous montres, tu es aussi engagé dans pas mal d'assauts et tu fais la promotion de pas mal d'assauts. Tout à l'heure, tu parlais notamment de Un déchet par jour et Merveille. Est-ce que tu nous en reparler un petit peu ? Oui, bien sûr. Un déchet par jour, c'est des gens que j'aime beaucoup. Anne-Christelle Beauvois qui est là en vacances avec son homme, sont des potes et elle est trésorière de l'asso. Et Un déchet par jour, c'est des gens qui me suivent, qui ont été partenaires de ma pièce de théâtre, la Officielle d'Avignon, mon seul en scène, qui parle un petit peu de plongée, mais pas que, qui parle surtout de Paris-Biarritz. Et puis c'est des gens qui m'ont aidé aussi à promouvoir le film à Marseille, notamment on a fait des projections au Cercle des Nageurs marseillais, un super endroit, qui m'a enclenché plein d'autres projections. Et puis je fais des actions de nettoyage avec eux, et notamment avec l'asso Merveille. Moi je nettoie en mer, en apnée, on sort des trottinettes, des vélos, mais du plastique, des bonbonnes d'azote, enfin pas d'azote, de protoxyde d'azote. Ça y est, c'est revenu, de protoxyde d'azote. Bref, on voit plein de merde qu'on récupère. Et voilà, elles sont derrière nous, hein, on peut les voir. Hein. Tout ça, voilà. Plein de merde, hein, plein de cochonneries, donc trottinettes barrières, plots de signalisation, panneaux de signalisation, boîtes en caoutchouc, mais surtout, surtout ce qui est embêtant toujours, c'est ce qu'on voit pas ici, c'est-à-dire tous les emballages alimentaires qu'on retrouve toujours
par kilo et par tonne. Bien sûr. Dans les- Et puis c'est des actions qu'on rend publiques, donc on met de la musique, on fait l'apéro, on donne à manger, donc on sensibilise en même temps qu'on nettoie. Ok, ça rentre Voilà. bien. Donc ça c'est des actions que j'aime beaucoup. Et puis après, des assos, il y a l'asso Aileron de Matt Lapinski que j'aime beaucoup. Aileron, c'est une association de protection de l'environnement qui est basée à Montpellier, qui a un peu plus de 15 ans. Et on travaille plus spécifiquement sur les requins et les raies, qui sont des poissons cartilagineux. Il faut savoir que ces espèces, elles sont en train de disparaître de la Méditerranée. Donc nous, on vise à améliorer les connaissances et à faire changer les lois sur ces espèces. Et il y a un seul moyen de le faire, c'est d'aller dans l'eau ou sur l'eau. Donc on part en plongée, on part en bateau, on part même en avion parfois selon les espèces. On travaille sur toutes ces espèces menacées pour améliorer les connaissances. Et on travaille beaucoup avec ce qu'on appelle les sciences participatives. Aujourd'hui, elles remportent un observatoire qui s'appelle ELASMED. Et donc n'importe qui, n'importe quel plongeur peut partager ses observations, même si elles sont opportunistes et même si on ne connaît pas l'espèce. Il suffit de nous envoyer un petit message et nous, on traite les données et ça rentre dans des grosses bases de données nationales. Voilà, ça s'appelle ELASMED. Il ne faut pas hésiter à utiliser. Et on travaille un peu avec les mêmes personnes aussi, sur les Diables de mer. Et puis il y a plein d'assauts Enfin, c'était le principe de Franck Barbotte. Franck Barbotte, c'était un personnage, premier commentateur de plongée, c'était pour mettre en avant toutes les assauts, tout ce que. C'est comme si là, tu vois, en inversé, et puis d'ailleurs, il faudrait que je le fasse, un petit truc sur Orc, sur vous, tu vois. En fait, c'est pour mettre en avant les gens qui se battent pour une meilleure Méditerranée, enfin, en tout cas, une meilleure océan. Trop bien. Tu m'as fait un pont en or pour la prochaine partie. Tu as parlé d'Aileron. Aileron, je les ai rencontrés notamment Matt l'année dernière ici à Banyuls. Super. On a créé avec mon club les 24 heures de la plongée. Je sais pas si tu en as entendu parler. Mais c'est vous, super, c'était top. Ouais, c'était trop bien. En Ouais. gros, l'idée, c'était ici à Banyuls pour les 50 ans. Il m'avait proposé de venir. Et je Ok, pouvais pas. incroyable. De faire une plongée de 24 heures ininterrompue. Donc C'était les génial. palanquets tournés. Et on voulait rendre ça aussi utile pour le vivant. Donc Matt et Aileron nous ont fait un petit protocole pour le comptage et le recensement des raies dans Ouais. l'anse de Perfit. Donc c'était un moment génial. C'est aussi le sujet de l'avant-dernier podcast, si vous voulez aller l'écouter. C'était vraiment un moment unique pour la plongée et du coup surtout engagé pour la réserve de Cerbère-Banyuls où on se trouve aujourd'hui. Est-ce qu'on peut arrêter un instant sur les réserves marines en France? Qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui? Tu sais, moi je suis aussi beaucoup Claire Nouvian de Bloom, qui n'arrête pas de dire que ça ne représente rien, c'est vrai que c'est pas assez protégé. Et hélas, c'est vrai, maintenant, heureusement qu'elles existent. Ouais. Voilà. Mais il faut arrêter de dire qu'on a 25% d'AMP, tout ça, c'est une hérésie, c'est faux. On a des AMP, mais il y a encore de la pêche, il y a encore du braconnage, il y a encore des putains de bateaux qui vont faire du chalutage dans les AMP. Donc ça, c'est un vrai problème. Et le problème principal, c'est un problème politique et de moyens. C'est surtout des moyens. Qui Et ouais. donnent des moyens, Parce ils que les protègent. pour resituer, les réserves marines, donc c'est des zones qui sont protégées où les activités sont censées être limitées, voire interdites pour permettre à la vie de reprendre ses droits. En France, on fait office de bon élève parce qu'on revendique 33% d'aires marines protégées, mais la réalité c'est qu'il y en a à peu près 0,2% qui sont vraiment protégées de manière stricte. Et pourtant, on se rend compte que dès qu'on protège vraiment, ça fonctionne. Là par exemple, on est à Banyuls, ça fait 50 ans que la réserve existe, c'est la plus vieille de France, et on voit que ça marche. L'effet réserve est réel. Moi je plonge ici depuis 10 ans et maintenant je sais par exemple où sont les mérous et quelle tête ils ont, on peut leur donner des prénoms, ils sont toujours au même endroit. Et en plus ils sont fat, ils sont énormes. Et parce que déjà je pense qu'ils commencent à être habitués de voir des plongeurs qui passent. Et puis ils sont bien, on ne les dérange pas, donc on les tue pas. Et ici c'est très très protégé parce qu'ils ont les moyens de la protéger cette réserve. Elle va s'agrandir, il y a une extension en 2026, donc ça c'est génial. Et il faut les moyens qui vont avec. Et très souvent il y a des AMP, c'est bien d'en faire, mais enfin, c'est juste ça. pour... si c'est faire une zone sur la carte et dire voilà, c'est protégé, et pas s'en occuper, ça ne sert à rien. Carrément. Voilà. Tu disais ça fait longtemps que tu plonges ici. Est-ce que tu as vu une réelle évolution en termes de quantité Parce qu'après c'est cyclique, c'est toujours Ce qui est marrant, c'est que je l'ai plus vu à Marseille qu'ici. Alors ici, oui, je le vois, mais ça a été plus impressionnant dans le parc national des Calanques, dans l'archipel du Riou. À un moment donné, il y a eu plein de corbes, plein de mérous d'un seul coup, c'est revenu. Parce que moi je n'avais pas connu avant, et j'ai vu la différence.
Ouais. Et pareil, Porquerolles, pareil, très impressionnant. La quantité, le foisonnement de vie, très impressionnant, un peu plus qu'ici, je trouve. Ok, trop bien. Mais le fait est qu'ici, ça m'a toujours impressionné. Ouais. Mais c'est vrai qu'ici, la réserve, donc créée en 1974, il y a plus de 50 ans maintenant, c'est la plus vieille de France. C'est 650 hectares entre du coup, les communes de Cerbère et Bagnoux, donc tout au sud-ouest de la France, frontière espagnole, divisée en 2 zones, une zone de protection intégrale où c'est strict que du scientifique, et une zone de protection partielle où il y a les activités qui sont plus réglementées. On note souvent que sur le terrain, l'impact est saisissant parce qu'il y a 50 ans, apparemment, je n'ai pas connu, mais les fonds étaient dans un état laborieux. Aujourd'hui, c'est vrai que la vie revient. Puis il y a 50 ans, tu vois, quand on se baignait en Méditerranée, on avait une chance sur 3 de choper la légionellose, donc avoir des germes, et tu avais très souvent des boulettes de pétrole aux pieds. Il y avait plein de pétrole partout. Donc c'est une autre époque qu'on n'a pas connue, mais en tout cas, tous les gens qui étaient gamins ou ados à cette époque-là nous le disent, ça va beaucoup mieux. On a fait une fois une projection avec Pierre Boisserie aux anciens de la COMEX. Donc la COMEX, c'est, tu sais, les soudeurs, c'est les ouvriers des mers, c'est les ouvriers hyperbares et qui bossent sur des plateformes pétrolières ou autres, qui réparent des tuyaux en pleine mer. Et donc les anciens, ces retraités, ils avaient tous entre 65 et 80 ans, tu vois. Et c'est les premiers qui nous ont dit « Ah non, Méditerranée, elle va beaucoup mieux ». Alors que tout le monde te dit mais non, c'est dégueulasse et tout. Eux, parce qu'ils ont vu la vraie Méditerranée. Ils ont vu que ça a évolué dans le bon sens. C'est pour ça que c'est bien aussi d'avoir ce recul et de l'expérience des uns, des autres, et de travailler tous ensemble dans un but commun. Parce que c'est vrai que nous, on est jeunes. Enfin, toi, tu es encore une génération avant, il y a encore une génération avant. À chaque fois, ça évolue, ça change, etc. Donc c'est bien de se baser sur ce que les anciens ont vu, ont fait, le reprendre et continuer à travailler ensemble pour la suite. Puis avec de nouveaux moyens maintenant. C'est clair, carrément. Tu nous as parlé un peu de la COMEX, les pionniers, etc. Il y a d'autres pionniers que tu portes sur ton t-shirt, Beuchat, qui te suivent aujourd'hui. Est-ce que tu veux leur glisser un petit mot? Qu'est-ce que vous faites ensemble? Beuchat, c'est super. C'est Cyril Torres et Gwen Rochefort qui sont à l'origine de ce partenariat. En fait, dans le premier film, je plongeais avec mon matériel perso, et dans le deuxième qu'on vient de faire, je me disais que ce serait bien qu'on mette en avant une marque française et surtout qui a un peu une conscience et de la RSE. Et donc chez Beuchat, j'ai fait une belle rencontre parce que déjà c'est une marque marseillaise, moi j'aime beaucoup Marseille. Alors je fais attention parce qu'on me traite de Parseillais, de Parisien marseillais, et ils ont raison, parce que je fais partie de ces Parisiens qui adorent Marseille. Néanmoins, c'est une marque française qui font beaucoup d'efforts. Par exemple, leur néoprène, il est issu du calcaire et non pas de la pétrochimie. Donc ça a un impact moins fort sur l'environnement. Tout leur emballage, il n'y a pas de plastique. En tout cas, le moins possible, c'est que du papier journal ou du papier craft. Donc ils font attention à ça. Et ça, je trouve ça pas mal du tout. Et ils essaient de mettre en avant des ambassadeurs qui ont une vraie conscience écologique. Donc j'ai trouvé la marque hyper sympa. Ils sont en plus d'une gentillesse incroyable. Donc je les remercie. Voilà. Et puis c'est un partenaire qui est cool. Et je pense qu'on va faire avec le deuxième film pas mal d'opérations ensemble pour sensibiliser, pour parler de la Méditerranée. Ouais. Trop bien. Et hâte de découvrir ça. Tu viens d'en parler, le deuxième film, je le gardais pour la fin. Ouais. Est-ce que tu peux nous le teaser un peu de quoi ça va parler? La Med 2. On a voulu continuer à parler de belles initiatives, mais également de montrer les grands cétacés de la Méditerranée. Pélagos notamment? Ouais, voilà, dans la limite du Pélagos, dans la zone. Je l'ai rencontrée, j'ai su que je ne pourrais plus me passer d'elle. La mer Méditerranée. Derrière l'image réductrice d'une mer abîmée, la Méditerranée révèle un refuge d'espèces sauvages à couper le souffle. Un joyau fragile, d'une incroyable résilience, grâce à l'engagement de celles et ceux qui veillent sur elle jour après jour. Aujourd'hui, je ne veux plus rester simple spectateur. Moi aussi, je veux agir dans ce combat. Pour y parvenir, je continue d'aller à la rencontre de tous ces acteurs de l'ombre, de ces soldats silencieux, pour comprendre comment, à mon tour, je peux les aider pour protéger ensemble notre mer Méditerranée.
allé avec Aurélien Gay dans Regard du Vivant, qui est une structure à Sanary-sur-Mer qui t'emmène au large. Ouais. Et eux, c'est des naturalistes, vraiment, ils connaissent leur métier, ils connaissent les animaux par cœur. Et on a vu, je t'ai dit, des cachalots, on a vu rorqual commun, du diable de mer, ouais. des tortues. Et ce qui était fou, c'était que nous, on y est allés quelques jours. Et après, Aurélien nous envoyait tout le temps des photos. Il disait, oh, mais regardez ce qu'il y a là, il y a des dauphins de ruisseau, il y a des globies. Putain, Et c'est vrai que cette saison particulière 2025, elle est extrêmement foisonnante de vie. Il y a des diables de mer partout. Et on a vu sur les réseaux sociaux, tu as vu à Marseille, il y a des diables de mer qui se pointent, qui s'échouent, qu'on remet à l'eau. C'est fou, il y a une concentration de vie qui est ressortie. Pourquoi? On ne peut pas l'expliquer encore. Donc voilà, j'ai voulu mettre en avant cette richesse parce que, en fait, ce qui est fou, c'est que personne n'est au courant. Ouais, c'est vrai que le monde pélagique, comme c'est loin, comme c'est au large, comme on y va, le monde côtier, les petits poissons et tout, on a tendance à connaître, mais le monde du large, le monde pélagique, c'est vrai que c'est encore un mystère encore plus grand finalement. C'est ça. Dans ce film, j'ai voulu aussi parler de Greg Lecoeur, le photographe naturaliste, qui est super, qui est une gentillesse aussi géniale. Et lui, il nous a carrément montré ses petits coins à lui, de l'enfance, qu'il connaît depuis qu'il est petit. Les coins où il va plonger, il nous a montré un sec qu'il ne connaît que lui et tout. C'était génial, au large de Villefranche. Et puis on est allé, alors là, une belle rencontre à Starezo. Starezo, je ne connaissais pas, c'est une station océanographique qui a 60 ans, qui est aussi fait par la Belgique. C'était le roi des Belges qui cherchait un endroit, parce qu'en fait à Liège, l'université de Liège, elle est très très branchée sur l'océanographie. Je ne savais pas, j'ai découvert, ils avaient besoin d'un lieu, in situ, un labo. Et ils sont allés à Calvi, ils ont construit une base qui est au ras de l'eau. Donc tu as tout, tu as les blocs, tu as tout, tu as les scientifiques. Ils ont un suivi sur la Posidonie depuis 60 ans, un protocole qui suit, donc ils peuvent te dire exactement ce qui se passe sur la Posidonie depuis 60 ans. Il y a un herbier magnifique. Ils suivent les températures de l'eau aussi, un protocole depuis des années. Donc c'est des gens à la fois très pointus et à la fois ultra humains. Parce que pour y aller, c'est le cul du monde. Il faut une voiture, la piste. Tu es en face de Calvi, tu n'es pas très loin au niveau de l'eau, mais pour y aller au niveau terrestre, il faut avoir envie d'y aller, quoi. Tu ne peux pas y aller par hasard, c'est un réseau. Et une fois que tu y es, c'est une base où moi j'ai trouvé ça comme une auberge espagnole, des gens du monde entier qui font des études sur plein de comportements, sur de l'ADN, sur le phytoplancton, le zooplancton. C'est génial. J'ai adoré cet endroit. Ça m'a même donné envie de faire un film que sur ça. Ok, incroyable. Donc voilà, donc ça va parler d'humanité et puis d'initiative et toujours de belles choses pour continuer à donner envie d'agir. Voilà. Et en partie réalisé par Pierre-Étienne Larousse, c'est ça? Pas en partie, complètement réalisé par Pierre-Étienne Larousse. Là, on a mis les moyens, on avait un ingé son avec nous, Kinan Nouala, et un deuxième caméraman, Pierre Léopold, et avec des super caméras. Donc, en tout cas, le tournage s'est passé, c'était un régal. On a fait 3 semaines, on s'est bien entendu, vraiment. Donc, j'ai hâte de voir. Le montage image a commencé et on montrera les premières images au Lumexplore, c'est la 10e édition du film des explorateurs à La Ciotat, dans le cinéma l'Éden, qui est le premier cinéma au monde. Je savais pas. Voilà, Ciotat, ils ont des records de points. Ils ont le premier club de loisirs de plongée au monde, le GPES, ils ont le premier cinéma du monde. C'est la classe. La classe. Et ils auront l'avant-première mondiale de la Med 2. De la Incroyable. Med 2. Voilà, on n'aura pas le film évidemment parce qu'on a commencé le montage, donc on aura, je pense, 10-15 minutes. Et on échangera sur cette journée-là. Voilà, c'est le 10 septembre. Eh ben, incroyable. Moi, j'ai hâte en tout cas. Bon, c'est cool. Trop bien. Écoute, on arrive à la fin de mes questions. Est-ce que tu as un dernier message à faire passer? Un dernier message. Ou des derniers messages. Si t'es gourmand. Non, mais devenez raisonnable. Voilà, soyez raisonnable. Alors, ça fait vieux con un peu de dire ça, mais il ne faut pas dire arrêtez. Arrêtez de vivre comme vous vivez. Non, mais soyez plus raisonnable. Posez-vous toujours la question de savoir est-ce que vous avez vraiment besoin d'acheter ce vêtement? Est-ce que vous pouvez vous en passer? Est-ce que vous avez vraiment besoin d'aller à cet endroit et de prendre l'avion? Est-ce que vous avez vraiment besoin de ça ou est-ce que vous pouvez vivre un peu plus simplement? Et parfois, ce qui est terrible, c'est que l'écologie punitive, ça ne marche pas. Parce que quand tu dis ah non, mais il ne faut plus mettre de vêtements, il ne faut plus manger de viande, il faut vivre dans les cavernes, les gens ils disent mais t'es un malade, quoi, c'est pas possible. Donc il ne faut pas être punitif. Il faut essayer de montrer qu'un autre chemin est possible et qu'en plus il est surtout parfois plus joli. Parce que moi je redécouvre des trucs en France magnifiques et je fais des vraies rencontres.
J'ai pas besoin d'aller très loin. Et c'est vrai, aujourd'hui avec la plongée, typiquement quand j'en ai parlé avec Julie, à un moment, parce qu'on a beaucoup plongé à l'étranger, Ah, vous étiez en Asie, elle a ouais. beaucoup plongé à l'étranger, donc dans des jardins de coraux magnifiques, des tombants avec 50 requins. Elle a dit ouais mais la Méditerranée, je la vois d'un mauvais œil, j'ai l'impression que c'est gris, il n'y a pas grand chose à voir. Aujourd'hui je pense qu'elle est ravie de sa plongée, elle a vu plein de nudibranches de toutes les couleurs, un poisson lune, un immense vent de barracuda. Donc c'est vrai que on a plein de choses à côté de chez nous Ouais. qui sont simples, accessibles. Puis la murène Ouais. était belle Oui, avec les c'est vrai, j'avais Deltiers, là. oublié celle-là. Ouais. Donc non franchement, soyez raisonnables. Je partage le Voilà, message. bon, voilà, c'est le message. Eh bien, merci beaucoup Franck. Si cet épisode vous a touché, faites-le voyager. N'hésitez pas à le partager autour de vous, à ceux qui aiment la mer, à ceux qui la connaissent peu, ou simplement à ceux qui veulent apprendre à l'aimer et à la connaître. Vous pouvez également mettre 5 étoiles à l'épisode, ça aide grandement à le faire évoluer. D'ici là, je vous invite grandement à aller suivre Franck sur les réseaux. Franck Barbotte pour la partie plongée et Franck Lorrain pour la partie Franck tout court. Et surtout, allez streamer La Méditerranée n'est pas morte sur TV5 Monde ou TV Monaco. C'est gratuit et vous apprendrez plein de choses. Franck, encore merci pour le temps accordé. Merci à vous. C'était un honneur. Merci, c'est super.